programme-là qui est nouveau. Maintenant, on aura une communication à vous faire contre la discourtoisie et les informations erronées qui circulent présentement. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup de propos qui circulent, de la désinformation qu'on a déjà dit aux gens. On le répète encore. Moi, lors de la dernière séance du conseil qu'on a eue ici, je n'ai pas aimé la séance, je n'ai pas aimé la façon qu'on nous a parlé ici en avant. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé le lendemain matin le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, les personnes conseil qui nous supportent comme maire et comme équipe aussi municipale dans des situations comme ça. Et on a eu une marche à suivre, on a eu des recommandations à faire. On a consulté également, on va vous faire une présentation un peu d'une situation qu'on a vécue encore dernièrement puis qui perdure depuis environ 2 ans. Mais on va vous présenter à soir un cas spécifique, puis on va vous démontrer un peu toute l'information qu'on vous partage, de quelle façon qu'on vous la partage, comment on procède au niveau du conseil municipal et qu'est-ce qui est dit en arrière, en backstage par certaines personnes. Donc, c'est lourd, c'est pas agréable. Puis en même temps, on est là pour représenter l'ensemble de la population. Puis on veut s'assurer que la population sache qu'on travaille vraiment dans leur intérêt et qu'on travaille vraiment pour eux autres et on travaille pour vous autres, puis on fait les affaires selon les règles de l'art. Donc, je vais laisser Maxime faire un texte d'introduction par rapport à la mise en situation que je viens de vous dire, puis après, je vais vous faire une présentation sur PowerPoint. PowerPoint ou c'est ça. PowerPoint. Merci, M. le maire. Donc, comme M. le maire vient de le dire, plusieurs publications ou commentaires accusateurs ont circulé sur les réseaux sociaux dernièrement. Certains propos sur le même ton ont aussi été tenus ici même. Ces propos sont non seulement inexacts, ils sont préjudiciables à la réputation du personnel municipal, aux professionnels impliqués et à la confiance envers le processus démocratique. Qu'il s'agisse de propos formulés sur un ton discourtois ou accusateur, ou encore de propos diffamatoires, d'accusations sans fondement ou de harcèlement à répétition des élus et des employés, c'est tout simplement inadmissible. Et j'insiste, c'est tolérance zéro. De tels comportements sont malsains, blessants, et c'est toute l'équipe qui en souffre. Le respect mutuel n'est pas une option, c'est une condition essentielle à la démocratie. Pour avoir des discussions constructives, il faut des échanges respectueux, que ce soit avec les élus ou les fonctionnaires de la Ville. Vous avez le droit d'être en désaccord, mais il y a des limites et des façons de l'exprimer. En tant qu'employeur, la Ville a le devoir de protéger ses employés et de leur assurer un milieu de travail sain, sans propos intimidants, sans harcèlement et sans violence. Nous avons la chance inouïe d'avoir une équipe solide, dévouée et engagée envers les citoyens. Il est hors de question de laisser quiconque dépasser les limites. Je crois sincèrement que nous avons tous intérêt à travailler ensemble, à améliorer le climat. Ce sera bénéfique pour tout le monde et notre belle ville s'en portera mieux. Nous désirons ce soir revenir sur les informations qui ont dernièrement circulé à propos du mur de soutènement. Donc, tout d'abord, il est important de préciser un point fondamental. La subvention gouvernementale accordée par le provincial dans le cadre du programme Primo 2023 n'a aucun lien avec le mur de soutènement. Elle concerne exclusivement la réfection des rues de l'Église, Trépanier et Pichette, des travaux planifiés et admissibles en vertu des critères du programme. Consciente de la fragilité du mur, la Ville a commandé une étude géotechnique préalable au coût de 25 000 $ afin de s'assurer que les travaux dans cette portion de la rue pouvaient être réalisés en toute sécurité. On est donc très loin du chiffre de 2,9 millions attribué à tort au mur lui-même par certains citoyens. Ceci étant dit, nous souhaitons ce soir prendre quelques minutes pour vous exposer les faits concernant le dossier du mur de soutènement. Donc, dans cette présentation, nous allons revenir sur les dates importantes, comment la Ville a réagi, pourquoi certaines décisions ont été prises, et surtout, comment nous avons su maximiser les aides financières gouvernementales pour alléger le fardeau de nos citoyens. Soyons clairs, il s'agit pour nous d'un dossier majeur, qui a un impact sur la sécurité publique, et nous le traitons avec toute la rigueur requise. Je vous invite donc à suivre la présentation qui suivra avec attention. Nous la rendrons également disponible rapidement en ligne pour les citoyens qui ne pouvaient pas être avec nous ce soir.
Et en terminant, mon plus grand souhait, partagé par l'ensemble du conseil municipal, est que nous puissions continuer de travailler pour vous tous, pour nous tous, dans le respect et le plaisir de faire avancer les dossiers de notre ville. Merci, M. le maire. Merci, M. Robert. Donc, vous aurez compris que dans ce qu'on va vous présenter, ça fait référence à une vidéo qui a circulé le 19 mai dernier concernant le mur de soutènement. Dans la vidéo, on entend toutes sortes de choses. Vous pouvez la consulter si vous avez, mais on parle de celle-là en particulier, là, parce qu'à un moment donné, c'est comme la goutte qui a fait déborder le vase, mais l'ensemble des vidéos ou l'ensemble des sujets qui ont été abordés pour toutes sortes de raisons, quand on disait dans les rencontres précédentes qu'il y avait de la désinformation, ben, on va vous en donner un exemple de cette désinformation-là. Dans la vidéo, on entend des choses comme « pas besoin d'ingénieurs ou d'experts pour évaluer l'état du mur ». On invite également les personnes à aller voir, venez voir le mur sur les propriétés. Donc, le mur est situé sur des propriétés privées. Là. On invite les gens à aller sur des propriétés privées là, quand on dit aux gens d'aller voir le mur. À plusieurs reprises, il est clairement mentionné dans la vidéo que que nous avons dépensé 2,9 millions pour ce mur-là. Mais on n'a pas dépensé un sou pour le mur encore. Là. On est en train d'évaluer la situation. Et qu'il y a eu un vote unanime du conseil municipal par rapport à ça. Donc, encore une fois, ça discrédite notre approche puis toute l'information qu'on vous a donnée d'une séance du conseil à un autre. Il nomme le maire, la direction, les travaux publics et les élus, les conseillers. Si nous sommes allés voir le mur pour voir de quoi qu'on parle quand on parle. Je vous fais grâce du sarcasme dans lequel, la façon que ça a été dit, et qu'ils ont fait, et ils disent qu'on aurait dû regarder tout ça avant de voter un plan, de voter quelque chose au niveau de ce plan-là. Selon eux, nous aurions dû sonner l'alarme et d'arrêter les travaux. Il n'y a pas eu de travaux encore de fait. Que nous avons décidé de dépenser 2,9 millions sur un rapport d'ingénieurs, ce qui n'est pas le cas non plus. Après ça, on dit des plans, ils ajoutent qu'il y a, de plus, ils ajoutent qu'il y a un règlement qui existe et qui est en ligne avec un rapport dedans. Donc, un règlement municipal avec un rapport d'évaluation. C'est totalement faux. Il n'y a aucun rapport qui est en ligne présentement, puis il n'y a aucun règlement par rapport au mur de soutènement et qu'il y a un rapport là-dedans. Et on indique dans la vidéo qu'il insiste sur l'effet que, à savoir que si quelqu'un a pris le temps de chercher ce rapport, on l'aurait trouvé, puis on n'aurait pas dépensé cet argent-là. Donc, on nous prend un peu pour des imbéciles, je ne sais pas trop quoi, là, quand même que je pourrais qualifier ça. Là. Puis, ils ont utilisé un mot à plusieurs reprises là, dans les vidéos et même ici au micro. On nous a traités d'incompétents à plusieurs reprises. Mais vous allez voir tout le processus tout à l'heure de qu'est-ce que ça comporte, gérer un dossier comme les réalisations qu'on a faites sur la rue de l'Église, Trépanier et Pichot. Puis là, bon, sous-entend qu'il fallait qu'on aille vite parce qu'il fallait qu'on dépense de l'argent puis que ça va faire augmenter les taxes des gens et que vous allez voir qu'il n'y aura pas de subvention par rapport à ces travaux-là et que là, les taxes vont augmenter encore. On a eu une question au micro ici à un moment donné, puis on nous a demandé combien la dette était rendue de la ville, puis parce qu'on avait dépensé supposément beaucoup d'argent. Depuis qu'on est ici, là, avec tous les travaux qu'on a faits, là, on avait à peu près 10 millions de dettes, puis on était à peu près à 10,5 au moment où on se parle. 10,5 millions. Fait qu'en 3 ans et demi, là, il y a à peu près 500 000 $ de plus qui a été mis sur la dette avec toutes les réalisations qui ont été faites au niveau de la ville. Et on pourra les énumérer, puis les citer, puis les mettre en rubrique, tous les travaux qui ont été faits, là, les achats qui ont été faits. Donc, il n'y a pas eu d'exagération, puis on a fait attention aux deniers publics, puis on a fait attention à l'argent des citoyens. Donc, c'est pour cette raison-là, avec tous les propos inexacts, parfois des discourtois qui ont circulé, qu'on fait cette présentation-là. La Ville agit de façon rigoureuse dans le respect des obligations légales. Donc, on vous l'a dit dès le départ que nous, là, on allait travailler dans le contexte légal de la réglementation, puis on ne ferait pas de fling-flang, même si je connais quelqu'un, puis il vient me voir, puis il vient dire « Hey, tu sais, non. » Il y a un dossier, il n'y a pas de portrait, on fait les choses correctement selon les règles de l'art. On n'a pas de baguette magique, mais on agit de façon, je dirais, correctement dans chacun des dossiers. Nous rappellerons que les débats publics doivent se faire dans le respect. Quand on nous parle sur un ton accusateur, il faut faire attention à ça. Les propos de dénigrants, les accusations sans fondement et les harcèlements ne sont pas tolérés. C'est pas tolérable.
Quand on parle d'informations sans fondement, c'est parce qu'on dit des choses qui ne reflètent pas la réalité. Qu'est-ce qui a été fait dans la vraie vie? Qu'est-ce qu'on vous a donné comme information ici autour de la table? C'est pas dur d'aller retourner voir les séances du conseil. Ils sont toutes filmées, ils sont toutes enregistrées, nos propos sont tous là. Donc c'est pas dur d'aller vérifier avant de dire n'importe quoi. Mais non, on se permet de dire des choses qui ne sont pas vraies. Donc, je pense qu'il y a moyen de tout valider l'information qu'on vous donne, puis l'information qu'on vous transmet, et la façon qu'on gère les dossiers. Puis vous pouvez vérifier si on respecte vraiment le fonctionnement et le déroulement de la gestion des dossiers. L'histoire du mur. L'histoire du mur, il remonte à peu près 70 ans, ce mur-là. C'était fait par qui? C'était fait par des gens de la place. Il y en a qui habitent encore ici, il y en a qui habitent à Beauport présentement. On a eu des téléphones. Des gens de 84 ans qui nous ont appelés, des gens de 75 ans qui nous ont parlé, qui étaient jeunes quand ce mur-là était fait. C'était fait sans plan, sans devis. C'était fait à la façon que les gens connaissaient, puis ils l'ont fait de leur propre chef. On parle de plan d'homme, là. Ils l'ont fait selon leur connaissance du moment à ce moment-là. Mais ce mur-là, il est quand même 70 ans qu'il est fait, l'environ, là. C'était fait dans les années 55, 60 à peu près. Constat, c'est l'apparition des premiers problèmes structurels. On dit qu'il y a un rapport qui existe, puis il y a des choses qui ont été faites. Il y a eu une communication qui a été faite par l'ancien directeur, M. Cloutier, à une firme d'ingénieurs, en août 2021, pour demander de venir évaluer le mur. On a répondu à M. Cloutier en septembre 21 que les autres, eux, n'avaient pas l'expertise, puis il fallait qu'on se tourne vers autre chose. Mais vous vous souviendrez qu'après 21, on est tombé en élection, donc ce dossier-là est tombé un peu entre les chaises. Par contre, nous, quand nous sommes arrivés, personne ne nous a transmis des dossiers, personne ne nous a donné de l'information par rapport au dossier qui est en cours présentement. Dès l'arrivée de Mme, malgré qu'on a eu des gens par intérim, avec l'arrivée de Mme Lavigne, elle a fait le tour de tous les dossiers, les documents, puis on s'est rendu compte qu'il y avait des subventions qu'on était en train de perdre, des subventions qui sont chèrement gagnées, puis il y a beaucoup de travail par rapport à ça qui est fait. Et puis il y avait un plan d'intervention qu'on vous avait expliqué, puis il fallait qu'on intervienne à l'intérieur du cadre du plan d'intervention pour ne pas perdre ces subventions-là. Puis là, on parle d'une subvention de 1,88 million, là. Puis pour avoir le droit à ces subventions-là qu'on appelle la TEC, ça prenait un engagement de la ville en termes d'infrastructures puis des choses qui devaient être faites pour avoir le droit. Il fallait avoir investi 1 million dans les 3-4 années qui ont précédé l'utilisation de cet argent-là. L'équipe qui était en place avant, avec M. Renaud qui était directeur, avait investi ces sommes d'argent-là. Ces sommes d'argent-là étaient déjà investies, étaient déjà engagées. Donc là, on avait contribué de notre part comme administrateur. Là, il fallait regarder qu'est-ce qu'on faisait avec cet argent-là. Elle était prévue pour faire la rue La Plante, la rue du Couvent, la rue Pichette, la rue de l'Église et Trépanier. Et c'était 1 point quelques millions qui étaient prévus pour le faire dans les tarifs qui étaient évalués de 2016. Lorsqu'on est arrivé pour faire les plans, là, la TEC, là, on ne pouvait même pas faire les rues, la rue de l'Église puis la rue Pichette et Trépanier, vous en avez parlé. Fait qu'on s'est concentré vers la rue du Couvent avec le 1,8 million. Puis il a fallu qu'on emprunte un peu plus, puis changer, vous vous souviendrez, il a fallu changer le type de subvention qu'on avait de la TEC vers le Primo. Donc, il y a eu toutes ces évolutions-là. Donc, le constat, c'est qu'il y avait l'apparition des problèmes structurels qu'on a eus là, au moment où on a dû planifier les choses pour la réfection du mur. Donc, on s'est rendu compte au niveau de la maçonnerie, on nous a informé qu'au niveau de la maçonnerie, il y avait des problèmes, il y avait des roches qui se détachaient. Donc, il fallait examiner le mur avant de faire les réfections. Et en creusant, quand ils ont fait, malgré les études qu'ils avaient faites, on va y revenir tout à l'heure, on s'est rendu compte qu'en creusant, qu'il y avait eu des infiltrations d'eau par en arrière, chose qu'on ne pouvait pas voir et qu'on ne pouvait pas évaluer. La planification, donc, depuis 2023, on nous a dit qu'il fallait que le mur soit fait là, dans un délai d'environ 3 ans. Puis avec les démarches qu'on est en train de faire présentement, le mur devrait être fait au printemps 2026, donc on va être encore dans nos 3 ans. Donc il y aura eu une rigueur puis un suivi étroit là, de ce dossier-là au niveau de sa réparation puis de son évaluation dans un premier temps. Donc on va être au rendez-vous pour 2026. L'étude finale pour la réfection, les études préliminaires ils sont complétées. Et c'était fait par les gens de la FQM. Et là, il y a des plans de devis. Maintenant, on devrait aller en appel d'offres pour avoir les plans de devis, pour savoir comment ça va être fait, là, dans le sens que c'est quoi les matériaux que ça va être pris, puis ça va être quoi la technique qui va être utilisée, pour après ça, aller vers un appel d'offres pour aller voir un contracteur. Mais avant ça, il faut se faire approuver
faut faire approuver tous les sous, le coût de la réfection pour faire un règlement d'emprunt. Et entre-temps, présentement, depuis environ un an et demi, là, depuis qu'on a été saisi de cette situation-là, on a eu une multitude de rencontres avec les gens de l'environnement, le ministère des Transports, la sécurité publique. Donc, on regarde avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour voir s'il n'y a pas une subvention qui est possible. Il n'y en avait pas il y a un an. On est toujours en train de regarder. Il y a peut-être des portes qui vont s'ouvrir, on ne le sait pas. On fait le travail pour essayer d'atténuer en réalité. Donc, combien le mur vont revenir à la charge des citoyens en bout de ligne, on ne le sait pas. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il faut que ça soit fait. Ce mur-là, on n'a pas le choix. Mais on verra l'évolution et comment ça va être. Donc, on voit que fin 23, la subvention de 1,8 million dans la TEC, le seuil d'immobilisation a déjà été engagé, comme je viens de vous dire, qui était évalué à peu près à 1 million, le seuil d'immobilisation qu'il fallait faire. Donc, on a un échéancier, là, on avait l'échéancier jusqu'au 31 décembre 2024 pour utiliser la subvention de la TEC. Donc ça, là, si on ne le prenait pas, on le perdait. Puis les travaux qui sont à faire, ils étaient à faire. Donc on n'avait pas le choix de faire les travaux qu'on avait à faire. Et c'est là tout à l'heure que je vous parlais qu'on avait eu à faire des choix au niveau des subventions parce que le 1,8 million ne couvrait pas tous les travaux qui étaient prévus au plan d'intervention. Et on a dû revoir et se réajuster, donc annuler la TEC, transférer ça vers le Primo, puis mettre un autre dossier, monter un autre dossier. Donc il y a eu une effervescence là, intense, des rencontres avec le ministère, je dirais en raison de 3 journées par semaine environ, et toute l'évaluation. Et lorsqu'on fait une réflexion d'une route comme ça, il a fallu regarder toutes les infrastructures qui sont en place. On a fait appel au personnel qui est en place pour qui viennent évaluer les coûts. La direction des travaux publics était là, les ingénieurs étaient là. Il faut tout regarder, les bordures de trottoirs, l'asphalte, l'épaisseur d'asphalte, les terrains, où passent les tuyaux. Il faut tout regarder ces choses-là dans les moindres détails. Il y a des gens qui avaient des murs de soutènement aux côtés de leur maison. Qui est responsable de quoi? Il fallait tout déterminer ces choses-là. Donc, on a eu à agir rapidement et dans un délai assez serré. Et on a rencontré les échéanciers qu'il y avait à faire. Il y en a eu de la job à faire. Donc, mais l'argent n'est pas allé sur le mur, là. C'est toujours sur les travaux qu'on vous parle. En janvier 24, un appel d'offres qui était fait, appel d'offres d'études géotechniques pour le mur de soutènement en prévision des travaux à venir sur la rue de l'Église. Vous vous souviendrez, à l'automne 23, on avait commencé à faire l'évaluation. Et lorsqu'on a été pour s'enligner pour faire les travaux, on a dû regarder pour le mur de soutènement. Donc, on a donné le mandat à la firme Englobe, dont les travaux ont débuté le 19, l'étude a été faite le 19 avril 2024. Au printemps 24, on a obtenu notre règlement d'emprunt avec l'approbation du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. On ne peut pas faire des dépenses et faire des prêts comme ça. Il faut que tout soit autorisé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, tout est soumis à l'étude et je peux vous dire qu'ils regardent les dossiers à la loupe. Donc, la soumission, c'est le 22 mai 2024. Après ça, il y a eu l'explosion des prix. Vous vous souviendrez, c'est tombé de 2,8 à 6,5 millions. On a pris le plus bas soumissionnaire pour faire des travaux qu'on connaît là, sur la rue de l'Église, la rue Trépanier et Pichette. Il a fallu aussi regarder avec les gens qui habitaient dans ces secteurs-là, parce que la canalisation passait dans les cours arrière, parce que c'était une ancienne rue, puis on va le voir tout à l'heure sur le plan. C'était une ancienne rue, et on a ramené la canalisation sur le chemin là où ça doit être, devant les maisons. Il a fallu s'entendre avec les propriétaires, acheter les terrains, faire négocier ces choses-là, faire arpenter les terrains, après ça passer chez le notaire. Tout ça s'est passé dans un délai de 6 mois environ. À O24, amorce des travaux rue de l'Église, Pichette et Trépanier. Donc, au niveau de l'été 24, nouveau constat, le mur, il y a eu un retour d'Englobe sur le chantier, le 26 août, qu'on leur a demandé pour les recommandations, parce qu'on avait commencé à faire les travaux sur la rue de l'Église, puis en creusant, on s'est rendu compte que là, c'est là où il y avait peut-être une faiblesse plus grande, on ne voulait pas prendre de chance en termes de sécurité pour les gens qui habitent en haut et qui habitent en bas également. Donc, comme on n'est pas devin, ben on a dit on va faire l'évaluation comme il faut avec Englobe, et on y est retourné voir. En hiver 24-25, on a eu le retranchement des coûts dans l'enveloppe budgétaire du tronçon de la rue d'Église. Pourquoi il y a eu le retranchement des coûts? Parce qu'on vous avait dit que en terminant, il fallait que les travaux soient terminés pour la fin décembre pour faire la réédition de compte, pour arriver sur le nouveau budget. Et avoir aussi la nouvelle tech qui commençait en 2025. On ne voulait pas la perdre, ça là non plus. Parce que ça représente ça aussi des millions. On nous a confirmé les montants, mais on avait des obligations, on avait des choses à rencontrer pour l'avoir droit. Donc, il fallait que la réédition de compte soit faite. Il y a eu un retranchement des coûts, puis je vais vous en parler un petit peu plus loin.
Il y a eu la rencontre avec divers ministères, dont celui de la sécurité publique. Donc, toutes les interventions y ont été faites là, au fur et à mesure. Donc, il y a eu planification de la réfection du mur, donc meilleure technique à solliciter pour la sécurité et la pérennité du mur. Donc, là, la reddition de comptes étant faite, on continue. On voit que, à la page suivante, qu'il y avait eu un avis public pour le 2,977 millions des travaux, règlement d'emprunt 617-24. Ça concernait quoi? Ça ne concernait pas un mur. Ça concernait la rue d'Église, le secteur des servitudes qui vont avec, la rue Pichette et la rue Trépanier. Donc, on voit que c'est dans le programme de Primo, puis il y a la confirmation de cet avis public-là. C'est été publié. Les gens partagent sur le page. Donc, il ne devrait pas y avoir d'ambiguïté par rapport à ça. Donc, on dit qu'il y a eu un vote unanime, puis c'était pour des travaux en réalité pour le mur, mais c'était pas pour le mur. On arrive à la page suivante, on voit le plan de travail. Est-ce qu'on voit un mur? Non, on voit des rues. C'est des rues qui ont été faites. Et quand vous voyez le plan, vous voyez la rue ombragée en avant, vous avez les rues transversales, puis dans le milieu, avant, il y avait une rue qui passait entre les maisons. Et c'est là que la canalisation, à l'époque, dans les années 60, ça avait été fait. Et ça a tout été fermé, puis c'est rendu en avant des maisons. Donc, il y a eu ces travaux-là qui ont été faits. Donc, il y a eu un repositionnement de l'aqueduc dans la rue pour les sections ouest de la rue de l'Église. La conduite était derrière les résidences, sur les terrains privés, sans servitude. Donc, je vous ai parlé qu'il y avait la rue avant, en arrière. On a enlevé ça. Puis, il y avait juste un citoyen qui avait un accès par rapport à cette ruelle-là qui n'existe plus maintenant. Parce que les autres propriétaires ont tous acheté les terrains avec le temps. Ajout d'un réseau d'égouts sanitaires sur la portion ouest de la rue de l'Église, seuls des branchements désuètes y étaient. Il y a eu un ajout d'un système d'égouts pluviaux sur la quasi-totalité des rues. Les eaux étaient mal gérées et envoyées dans les sanitaires. Donc, on a évité d'envoyer de l'eau à l'usine d'eau traitée, qu'on paye pour ça, on les envoie à bonne place. Ces pluviaux-là, pour la plupart, n'étaient même pas prévus dans le plan d'intervention. Ça coûtait un petit peu plus cher parce qu'on avait pris la décision de les installer parce qu'on sauvait à long terme. Réfection des 3 murs de soutènement de certains citoyens qui habitent là et ajout d'un sentier piétonnier qui est conforme également. Donc, on a tout arrangé les affaires pour que ça soit vraiment sécuritaire pour les gens pour la circulation. Puis, il y a eu une mise à niveau de la largeur de la rue non conforme et non sécuritaire. Donc, c'est là où on a eu à négocier avec les citoyens, là, les terrains que je vous parlais tout à l'heure, puis à passer chez le notaire, puis les rembourser également. Approbation du règlement d'emprunt. Une autre étape qu'il fallait qu'on franchisse avant de pouvoir avancer dans le dossier. Fait qu'on voit que le 3 juillet 2024, on adresse une lettre à Mme Lavigne qui l'informe que le règlement 617 que je viens de vous lire, là, la date précédente d'avant, où on dit que le 2 977 000, c'est vraiment pour les rues. Puis là, on vient de confirmer que le règlement d'emprunt est accepté. Donc, vous voyez là, ce qui était identifié dans l'avis public. Vous l'avez là. Après ça, le 12 juillet 24, confirmation de la subvention. Donc là, on s'adresse à moi pour me dire que finalement, je vous informe que les travaux de renouvellement de conduite pensionnés en annexe sont admissibles à une aide financière de 1 881 877 dans le cadre du volet 2 programme Primo. On ne parle pas du mur, là. On n'a pas mis de l'argent sur le mur. C'est des réparations qu'on a faites. Donc, on voulait que vous soyez vraiment à jour dans ce dossier-là par rapport à l'information qui circule. Aucune improvisation financière qui a été faite. On a envie de rire? Oui, monsieur, on peut plus rire. Est-ce que vous allez maintenant décider quand que je vais rire, monsieur le maire? Ça va être beau, là. Aucune improvisation financière qui a été faite. La Ville a su obtenir le maximum de soutien provincial. Donc, toutes les démarches qui sont faites en collaboration avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, tout, en moindre détail, doivent leur passer entre les mains. Ils doivent tout scruter à la loupe pour s'assurer, en réalité, que les travaux sont bien faits. On vous avait dit aussi lors des subventions que, considérant qu'on avait travaillé sur le programme de la gestion de l'eau potable, parce que c'est une demande du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, on n'a pas le choix de le faire, puis on ne met rien dans la gorge des gens, mais au contraire, on doit suivre les règlements. Et d'autres villes sur la côte de Beaupré vont devoir emboîter le pas également.
Lorsqu'on a eu à faire cette gestion-là, vous savez, on vous a informé à maintes reprises là, de toutes les consultations auprès des autres villes qu'on avait faites là-dedans. Et ça avait été un dossier qui nous alimente encore et qui nous occupe encore beaucoup. Mais on a rempli nos obligations, puis on a fait nos devoirs par rapport à ça. Puis on y va progressivement, là. Donc les gens, on les rencontre, on les informe, puis les gens embarquent dans le processus. Vous voyez sur cet acétate-là, sur cette page-là plutôt, qu'on a eu de l'aide financière. On vous avait dit qu'on avait eu de l'aide financière au-delà de 200 000 $. On voit qu'il y a eu 2 aides financières de 125 431 à 2 reprises, qui fait en réalité une aide financière de 250 862, parce qu'on a fait nos devoirs. Cette année, on s'est fait reconfirmer par le ministère que dans les prochaines demandes de subvention, qu'on allait avoir encore de l'aide financière parce qu'on continuait notre programme de la gestion de l'eau. Mais on souligne tout l'effort que la Ville fait et les citoyens dans ce dossier-là. La Ville est consciente et on est proactif également. Donc, on se concerte, on se parle, on jase, on évalue, puis on prend les décisions appropriées. Le mandat d'évaluation confié à Englobe via l'appel d'offres de la FQM. Donc, dans un premier temps, comme on n'a pas les moyens d'avoir un ingénieur, on fait affaire avec la FQM, comme vous l'avez déjà dit. Puis avec eux, on a des taux préférentiels aussi au niveau de l'aide puis du support qu'on reçoit d'eux autres, qu'une partie de leur salaire est financée. Donc, c'est pas la Ville, puis on fait pas affaire avec des firmes de privés qui, des fois, coûtent un peu plus cher. Si on a à le faire, on le fera, mais si on est capable de l'éviter, on va l'éviter. Donc, il y a eu un diagnostic initial des travaux de maçonnerie qui étaient suggérés. Des travaux qui étaient évalués environ à 200 000 $, pas 2,9 millions qu'on présente dans la vidéo, là. On parle de 200 000 $ qui étaient prévus. Mais ce 200 000 $ n'a pas été dépensé parce qu'en réalité, on ne les a pas fait des travaux présentement parce que ça demandait plus ça va demander plus d'entretien que prévu. En globe, le profil de la firme, si on regarde, on voit que c'est une des firmes les plus importantes d'ingénierie spécialisée au Canada. Œuvrant dans les domaines de l'environnement, de la géotechnique, des matériaux, ainsi que de la gestion des infrastructures. Ils ont 60 ans d'expertise. Elles possèdent une présence à l'échelle nationale et internationale avec des bureaux au Canada, en France et au Royaume-Uni. On voit que l'entreprise offre notamment des services en études géotechniques et environnementales, la surveillance et contrôle de qualité des matériaux, caractérisation de sites de gestion de sol, contamination, inspection et gestion des actifs municipaux. Englobe est souvent mandaté par les municipalités, promoteurs privés et ministères pour les mandats techniques complexes liés à la sécurité civile, la planification urbaine ou encore à la réhabilitation des infrastructures. La FQM a mis de la pression pour obtenir encore plus de détails et de la mise en garde avant le projet, suite au premier livrable là, qui est au niveau des commentaires de l'étude. Donc, même si on a fait des demandes d'études, il y a des suivis qui ont été faits auprès de cette firme-là. On voit que c'est une firme qui est sérieuse, qui est compétente là, pour les travaux qui ont été faits. À l'époque, quand on est allé en appel d'offres, on a demandé aussi pour avoir des firmes pour venir faire l'évaluation. C'est la seule entreprise, on vous l'avait déjà dit lors des séances, qui avait aussi soumissionné là, pour l'appel d'offres. C'était la seule. Donc, le coût de l'étude englobe donc l'étude géotechnique et caractérisation environnementale d'une rue, sera connaître la nature des sols en place, quantifier le roc à excaver, connaître le niveau de contamination des sols et connaître la quantité de sol à gérer ou à disposer, connaître la structure de chaussée et mettre en place le sable, gravier et pavage, puis avoir un avis des travaux à proximité du mur. Donc, on voit que le coût de cette expertise-là n'était pas de 2,9 millions comme on avance encore dans la vidéo, mais bien de 25 394,30 $. Donc, nous avons géré, je pense, le dossier avec diligence. Et les travaux, en AO24, le constat en chantier, c'est que lors des travaux de découverte de l'instabilité du remblai derrière le mur, il y avait un risque de déglissement et d'effondrement. Donc, le chantier, il a été retranché. Donc, le retour d'Englobe avec l'analyse livrée en le 30 août 24, cause réelle identifiée et instabilité du sol, de la structure des travaux. 6 travaux. Donc, les travaux de maçonnerie insuffisants, on constate que là, ça va être insuffisant parce qu'on a creusé en arrière lorsqu'on est arrivé à la rue de l'Église.
et souvent face à l'état de ce talus-là. Donc, il y a une recommandation, c'est solutions d'ingénierie lourde à planifier, ce qu'on est en train de faire présentement, puis qu'on est terminé d'ailleurs. Au niveau de l'avis public, avis de sécurité publique. Donc, c'est sûr que lorsqu'on a su qu'il y avait des difficultés avec ce mur-là, on s'est dit, ben là, on ne prendra pas de chance. Puis ce qui est important, c'est la sécurité des gens qui habitent autant sur la rue de l'Église que les gens qui habitent en bas aussi en même temps. Donc, le mur du stationnement situé dans le secteur de la rue de l'Église nécessite des réparations urgentes pour garantir la sécurité des citoyens et des infrastructures environnantes. À la suite de l'évaluation d'un ingénieur spécialisé, des mesures temporaires de sécurité sont mises en place. Nous avons invité à respecter afin de prévenir tout incident. Fait que là, on voit ici là, que la sécurité publique, ils ont pris en considération l'évaluation qui avait été faite par Englobe, d'être prudent et de faire une mise en garde et mettre en place des mesures de sécurité. Donc, même la sécurité publique a entériné là, le rapport qui avait été fait à l'époque et les recommandations. Donc, la zone de sécurité, il demandait une zone de 2 mètres, établie au pied du mur. Donc, cette zone sera délimitée par une clôture et la circulation des véhicules lourds était aux limites. Donc, seulement les véhicules lourds d'urgence, le déneigement, les ordures qui pouvaient passer. Donc, on a limité, si on veut, la circulation là, des camions lourds. Donc, les réparations du mur seront entreprises dans les meilleurs délais. Fait qu'on voit qu'il y a eu des engagements puis il y a eu des discussions. On a rencontré la sécurité publique. Sécurité publique, on a également regardé avec eux s'il y avait, eux, des subventions qui étaient possibles, parce qu'on a plusieurs infrastructures à Château-Richer à regarder. Et ce qu'on nous a donné comme information, c'est qu'eux, présentement, n'avaient pas le budget pour ce genre de situation-là. Donc, eux, quand il y a un sinistre, ils vont intervenir, ils vont regarder et ils vont subventionner. Mais subventionner en autant que la Ville ait fait l'entretien régulier de ces infrastructures-là ou ces ouvrages-là. Donc, si ce n'est pas fait, et c'est clair que si ce n'est pas fait, qu'eux, là, dans la majorité des cas, ils n'interviennent pas et ils ne donnent pas de subvention. Il n'y a pas d'aide financière. Fait que comme l'ensemble de nos infrastructures, avec le passé qu'on a ici à Château-Richer, ils n'ont pas été entretenus, mais c'est pour ça que c'est important pour nous d'agir et de planifier, comme vous pouvez le voir dans le plan d'immobilisation, tous les choix qu'on a à faire au niveau des évaluations et des études pour nos infrastructures, parce que on doit agir promptement, puis s'il arrive quelque chose, puis on démontre qu'on les a bien entretenus, bien, on sera couvert en cas de sinistre par la sécurité publique. Mais pour l'instant, il n'y en a pas. Le retranchement des coûts pour le tronçon non complété. On nous avait demandé combien que ça avait fait. On avait parlé de quelques milliers de dollars. Mais là, vous voyez qu'il y a eu un retranchement des coûts de la rue d'Église, donc sur le 2 977 000. Il y a eu un retranchement des coûts de 548 034. Fait que ça n'a pas coûté 2 900 000, là. Ça en a coûté 2 400 000 environ. Donc, on vous démontre toute l'évolution du dossier puis comment on a dû agir rapidement. Rencontre avec le ministère de la Sécurité publique. Donc, le 6 septembre 2024, le mur de soutènement, on a eu des rencontres, des échanges avec la Sécurité publique pour évaluer les mesures de sécurité proposées par la firme Englobe. Puis, les réponses reçues indiquent que les mesures suggérées par l'ingénieur à l'infrastructure de cette firme semblent adéquates et répondent aux enjeux de la sécurité soulevés dans les rapports qui ont été mentionnés. Le ministère de la Sécurité publique ne peut pas procéder à une contre-expertise du rapport parce qu'on a regardé avec eux autres s'ils pouvaient faire de quoi. Mais ils ne pouvaient pas le faire. Donc, c'est pour ça qu'on a donné le mandat à une autre firme également et on doit le faire à ce moment-là. Et on voit qu'au niveau financier, ils ne peuvent pas non plus, au point 3, ils ne pouvaient pas non plus contribuer. Donc, le retour était négatif par rapport à ça. Donc, on a regardé les autres alternatives, puis on regarde encore, toujours au niveau du point 4, on parle des alternatives au niveau du financement. Donc, on est toujours à la recherche de financement et de s'assurer qu'il y en a ou qu'il n'y en a pas. La mise en œuvre, donc, de la stabilité durable du mur et sécurité publique. Projet structurant conforme aux règles de l'art. Donc, les travaux de 2006 sont prévus pour 2006 au printemps. Puis la recherche de possibilités d'aide financière depuis l'automne 2024. Donc, on dit que le mur actuel ne bénéficie pas d'un drainage des eaux souterraines nécessaires. Que je vous rappelle qu'il était fait des années fin 50, début 60. Mais il a quand même tenu un bon bout de temps.
Le mur est appuyé sur un socle rocheux qui s'est détérioré par les années. Le nouveau mur risque d'être plus haut puisque le socle rocheux n'est plus utilisable. La maçonnerie présente un aspect extérieur de meilleure qualité que son aspect souterrain qui était difficile à observer sans travaux. Donc, comme je l'ai dit, là, le mur était bâti dans les années 50-60. Donc, la prochaine étape, c'est qu'on voit qu'au niveau de l'été 2025, on finalise les plans d'ingénierie, donc sont finalisés. À l'automne, on va aller vers les plans de devis. Donc, avec l'aide des ingénieurs de la FQM, il va y avoir encore un suivi dans ces choses-là. Donc, on ne veut pas s'improviser connaisseurs et grands faiseux, là, comme certaines personnes pensent le savoir, là, mais c'est pas de même que ça marche. Il faut toujours y aller avec des gens qui ont l'expertise et les connaissances. Ils sont capables de motiver leur expertise dans des rapports complets qu'on doit remettre au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Une fois que nous allons connaître le comment faire, nous allons pouvoir donner après ça le mandat pour aller en hiver 24 et 25, là, donc un appel d'offres pour la réalisation des travaux. Donc une fois que toute l'évaluation tout à l'heure des plans de devis, je vous disais qu'elle allait être faite, là nous allons pouvoir aller en appel d'offres. Mais avant d'aller en appel d'offres, il faut se faire confirmer aussi un règlement d'emprunt qu'on va vous présenter ici aussi, qui va être adopté ici aussi également. Après ça, ça va être l'appel d'offres. On va choisir le contracteur qui va être fait. On va vous en parler, on va le décider aussi. Les travaux vont être cédulés. Et après ça, ce qui est prévu, ce qu'on souhaite faire, c'est que ça va être fait pour le printemps 2026. Donc, au niveau des communications, c'est sûr qu'on va continuer à vous informer lors des séances du conseil le plus possible afin que vous ayez toute l'information pertinente dans les circonstances. Rappel des principes de démocratie. C'est respect des faits. Des faits. Pas je pense c'est de même, puis je connais ça, là, mais des faits. Les débats publics ne sont pas un prétexte pouvant justifier les injures, la diffamation et le harcèlement, de comportements encadrés légalement. Donc, ces deux comportements-là sont encadrés là, de façon légale. La critique est saine, l'agressivité systématique ne l'est pas. Le personnel municipal travaille dans l'intérêt collectif avec, je pense, un très grand professionnalisme en fonction des orientations prises mutuellement entre le conseil et l'administration. Et tout ça, là, je vous le dis, c'est suivi de A à Z par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. On ne peut pas improviser. On ne peut pas se tromper. Puis quand Mme Lavigne dépose des dossiers et qu'on les présente, ils sont complets, sont montés. Puis on avance avec ce contenu-là, puis on vous en fait des présentations, puis on décide étape par étape à chacune des séances. C'est difficile de ne pas comprendre comment ça évolue, comment ça fonctionne, mais ça arrive. Donc, la réponse aux allégations du mur de soutènement, nous, on agit, la Ville de Château-Richer, elle agit toujours avec sécurité, rigueur et responsabilité. Ce dossier-là, ce n'est pas une affaire d'improvisation, puis les autres dossiers qu'on a traités, ça ne l'était pas non plus. C'est un exemple d'adaptation, de rigueur et de sens des responsabilités face à une structure vieillissante qui menace la sécurité publique, et on se doit d'agir là-dedans. Donc, le contexte et les décisions techniques, tous les élus, l'équipe administrative ont pris la mesure du problème, et ont eu la rigueur de se positionner depuis 2023. La première analyse a été confiée à une firme externe sélectionnée via l'appel d'offres en globe, comme je vous le disais, avec le support de l'aide de l'AFQM. C'était les seuls qui ont soumissionné. La recommandation initiale reposait sur une expertise professionnelle jugée suffisante et par les ingénieurs de l'AFQM également. Puis dès l'apparition d'un doute de chantier, donc quand on rénove une vieille maison, pour ceux et celles qui en ont, on découvre toujours des choses. C'était un peu la même affaire avec le mur de soutènement. C'était la même affaire chez nous quand j'ai rénové ma vieille maison. On découvre des affaires, on a des surprises, on s'ajuste, on se revire d'abord, on analyse, on prend la meilleure décision possible. C'est la même affaire dans cette situation-là qui est arrivée. Donc, moi, je pense qu'on a agi avec prudence et on a fait preuve de rigueur dans ce dossier-là. Au niveau du financement et des responsabilités, on voit que le 2,9 millions, c'est 2,977, ont été votés pour un projet d'envergure et non pour le mur. Donc, aucune dépense improvisée. Chaque étape a été fondée sur des rapports techniques et suivis par les ingénieurs. L'aide financière obtenue était de 1,88 million de subventions confirmées maximum possible selon les règles du Primo. Des consultations internes
élus, administration ont bien eu lieu et à plusieurs reprises. Urbanisme, sécurité civile, travaux publics, ingénieurs, MTMD, le MTQ, et le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, s'il y a une erreur, si les décisions sont mal prises, c'est tout ce monde-là qu'on appelle d'incompétents, parce que c'est comme ça qu'on nous appelle. Donc, je voulais juste le souligner, c'est quand même assez spécial. Critiquer est légitime, mais véhiculer des faussetés ne sert ni à la démocratie, ni à la communauté. Au nom des citoyens, je pense qu'il était devenu impératif de rectifier les incivilités qu'on vit présentement et les propos diffamatoires qui sont donnés, et la mauvaise information, la désinformation. Je pense qu'à un moment donné, l'élastique est au bout, puis là, il est rendu au bout, puis on voulait que les citoyens en soient informés. Ce qu'on affirme, les rumeurs, c'est que la Ville a reçu une subvention de 2,9 millions pour le mur. Bien, c'est faux. La subvention Primo 1,88 est strictement liée à la réfection des rues Pichette, Trépanier et de l'Église, pas un mur. La Ville dépense 2,9 pour réparer ce mur. Et c'est inexact encore une fois. Puis là, on prend les propos dans la vidéo du 19 mai. Là. Le coût réel de l'étude du mur s'élève à 25 000 $. Aucun contrat de réparation n'a encore été attribué. On parle d'un diagnostic, pas de travaux. C'est à cause de l'étude que le chantier a été arrêté. Soi-disant, le chantier a été suspendu par prudence en constatant une instabilité imprévisible du sol. Puis l'étude initiale proposait des travaux qui se sont avérés insuffisants. Une réfection complète est requise. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé de tous les gens qu'on a consultés, entre autres la sécurité publique. La Ville a recommandé une étude bâclée, qu'on dit, l'étude a été réalisée avec une firme mandatée via l'appel d'offres avec l'aide de la FQM, puis suivie d'une seconde plus approfondie après constatation du terrain. Englobe a fait une erreur, mais la Ville le couvre. Il n'y a aucune erreur professionnelle, je peux vous informer qu'il n'y en a aucune qui a été prouvée. La Ville ne couvre personne et elle agit de manière responsable et à chaque étape du processus, on a les yeux ouverts, on regarde, puis on s'assure que tout est bien fait. Puis lorsqu'on n'est pas sûr de nos connaissances par rapport à un dossier, les consultations qui ont à faire sont faites afin de s'assurer de prendre les bonnes décisions. Tout cela aurait pu être évité, qu'on dit, c'est faux, aucun plan du mur original n'existait. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a des gens qui disaient qu'il y avait un règlement avec le rapport là-dedans qui était sur le site Internet de la Ville, mais c'est pas vrai. Puis il n'y en avait pas, puis il n'en existe pas non plus à la Ville, donc ni sur Internet, ni dans les boîtes. Donc le problème ne pouvait pas être détecté sans travaux exploratoires. La Ville refuse de nous informer. Je pense qu'on a fait un bon tour. On l'avait déjà fait étape par étape, mais des fois, c'est dur de coller tous les morceaux ensemble. Là, on a fait un bon résumé à soir. Je pense que là, l'information, on l'a ramassée, on vous l'a retransmis, on vous l'a redonné. On veut s'assurer que les gens, que la communauté, les citoyens sachent qu'on les représente très bien et qu'on prend les décisions adéquates dans les circonstances. On ne prend pas des décisions qui vont faire en sorte pour faire exprès, pour faire augmenter les taxes municipales des gens. C'est comme illusoire de dire des choses comme ça. Donc, il est faux de dire, les communications ont été faites à chacune des étapes, les lettres, et vous l'avez, la preuve, tous les avis publics qu'on vous a donnés. En conclusion, ce dossier est complexe, mais notre gestion a été rigoureuse dans le respect des citoyens et de la société et de la capacité de payer des contribuables. Nous avons agi avec sérieux, au bon moment, dans le respect des ressources publiques et de la sécurité. Le fréquent manquement serait de rester passif. Nous avons fait le choix de la responsabilité. Quand on fait une omelette, on cause des œufs. Fait que c'est sûr que quand on prend des décisions, on peut être sujet à des commentaires, à des critiques. On n'a pas de problème avec ça. C'est toujours la façon que ça se passe, la façon que c'est fait, puis la façon que c'est dit, puis les faussetés qui sont apportées qui sont intolérables. Puis je pense que ça a raison de... Je pense qu'on est rendu à un point où il faut que ça cesse. Et on voulait vous en saisir ce soir. C'est une première démarche qu'on fait présentement. On a consulté autour de nous, au niveau légal et au niveau de l'approche, au niveau de la communication, afin de s'assurer qu'on faisait les choses, encore une fois, dans les règles de l'art, pour bien informer la population, mais en même temps, on ne voulait pas brimer personne. Des fois, on fait des faux pas, mais ça se corrige, puis c'est correct. Mais là, on est rendu là. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. C'était long, mais je pense que c'était nécessaire de le faire. Et si c'est nécessaire qu'on reprenne d'autres choses
la poursuite de ce dossier-là, ben, on ne met rien de côté, là, comme je viens de vous le dire. Le point d'information